Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 30 ans, et je pensais que ma famille me soutenait jusqu'à la nuit où tout a basculé. Je rentrais chez moi après un service de nuit. La route était glissante à cause de la pluie quand un camion a fait une embardée dans ma voie. Des pneus ont crissé, du verre a volé en éclats, et mon monde est devenu noir. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, une douleur irradiant dans ma poitrine. Un tube sortait de mon bras. La voix du médecin était calme mais pressante. Nous avons appelé vos parents. Ils ont dit, pas le temps. Pas le temps. Je luttais pour respirer, et ma famille ne pouvait pas se donner la peine. Puis j'ai vu la publication Facebook de mon frère, un selfie de famille tout sourire lors de son barbecue dans son jardin, avec la légende « Journée en famille sans drame ». Il m'avait identifié comme si c'était une blague. Mon cœur a sombré, non pas à cause de l'accident, mais à cause de leur trahison. J'ai serré la couverture de l'hôpital, la colère se mêlant à la douleur. Ils m'avaient toujours considéré comme acquise, mais ça, c'était un nouveau niveau de bassesse. Je suis restée silencieuse, fixant cette publication, mon esprit s'emballant. Je n'allais pas rester là à subir ça. Quelque chose devait changer, et ça commencerait par moi. Avez-vous déjà été trahi par les personnes en qui vous aviez le plus confiance? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux savoir que je ne suis pas seul. Il y a 3 ans, je me trouvais à un carrefour qui aurait pu définir toute ma vie. À l'époque, je portais un rêve, un master en informatique de l'école polytechnique, un billet pour une carrière dans la conception de logiciels de pointe. Je venais de décrocher un contrat avec un géant de la technologie à Paris, un accord à 6 chiffres en euros pour développer une application pour leur nouvelle plateforme. C'était ma chance de me libérer, de construire quelque chose par moi-même. Mais mes parents ont appelé, leur voix lourde de panique. L'entreprise familiale, une petite société produisant des sauces biologiques à Avignon, en Provence, était noyée sous les dettes. Les fournisseurs n'étaient pas payés, les commandes étaient bloquées, et la faillite menaçait. Ils m'ont supplié de rentrer à la maison pour aider à sauver ce que mes grands-parents avaient construit. Contre tout instinct, j'ai dit oui. J'ai déchiré le contrat de Paris, tourné le dos à l'école polytechnique, et j'ai investi mes économies chaque centime que j'avais réussi à rassembler dans l'entreprise. De retour à Avignon, je me suis jeté à corps perdu dans le travail. J'ai passé des nuits à éplucher les comptes, à renégocier avec les fournisseurs et à démarcher les chaînes d'épicerie locales pour maintenir l'entreprise à flot. Mes journées se sont transformées en un brouillard de réunions, de courriels et d'appels téléphoniques sans fin, tout cela pour sortir l'entreprise du gouffre. Je n'investissais pas seulement de l'argent, j'investissais mon avenir, mes rêves, tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais mes parents ne voyaient pas les choses de cette façon. Pour eux, j'étais juste le portefeuille, celle qui répondait toujours présent. Ils ont confié les rênes de l'entreprise à mon frère, Romain, qui n'avait jamais montré la moindre once de sens des affaires. Il arrivait en retard, lançait des idées à moitié conçues, et se frayait un chemin dans les réunions grâce à son charme pendant que je faisais le gros du travail. Romain a la vision, disait papa en lui tapant sur l'épaule. Toi, tu es bonne avec les détails, Chloé. Maman hochait la tête, les yeux rivés sur son téléphone, rejetant mes efforts d'un haussement d'épaule. J'ai ravalé ma frustration, me convainquant que c'était pour la famille. J'avais renoncé à l'école polytechnique, au contrat ma chance d'une vie au-delà d'Avignon, mais je me disais que ça en valait la peine pour nous garder unis. Romain, pendant ce temps, utilisait mon investissement pour financer son propre style de vie, nouveau costume, montre tape à accent grave-l'œil, week-end à Monaco. Je le surprenais à se vanter auprès des clients de son entreprise comme si je ne l'avais pas sauvé à moi seul. Une fois, je l'ai entendu au téléphone rire de la façon dont il m'avait fait payer la note. J'avais l'estomac noué, mais je suis restée silencieuse, enfouissant ma colère. J'ai continué à travailler, à payer, à espérer qu'il verrait ma valeur. Grand-mère Liliane m'avait prévenu une fois, sa voix basse autour d'un café. Ils prendront jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. J'avais balayé sa remarque d'un revers de main, pensant qu'elle était juste cynique. La solitude s'est insinuée lentement. Je restais éveillé la nuit, à fixer le plafond, me demandant si j'avais fait le bon choix. Mes amis de l'université construisaient leur carrière à Paris-Saclay, publiaient des photos de leur start-up, leur vie allait de l'avant. J'étais coincé à Avignon, consacrant mon âme à une entreprise qui ne portait même pas mon nom. Mon petit ami, Adrien, m'écoutait me plaindre, sa main sur la mienne, me pressant de me défendre. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Je pensais que la famille signifiait le sacrifice,
que l'amour signifiait donner jusqu'à en souffrir. Je ne savais pas à quel point j'avais tort. Mes jours à l'hôpital allaient bientôt tout changer. La chambre d'hôpital ressemblait à une cage. Je me suis réveillé au bip stérile des machines, ma poitrine douloureuse à chaque respiration superficielle. Le médecin, une femme aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, se tenait au-dessus de moi, son presse-papier lourd de notes. « Chloé, vous avez 3 côtes cassées et une arythmie cardiaque due à l'accident, dit-elle. Vous avez besoin de plusieurs mois de repos, peut-être plus. Le stress pourrait aggraver la situation, de manière dangereuse. » J'ai hoché la tête, grimaçant alors qu'une douleur fulgurante me traversait le côté. Des côtes cassées, c'était déjà assez grave, mais mon cœur qui sautait des battements, ça me faisait peur. J'étais allongé là, m'attendant à voir mes parents ou mon frère débouler par la porte inquiet, désolé, n'importe quoi. Mais le couloir est resté vide. Le seul son était le grincement des chaussures d'une infirmière. J'ai demandé au médecin si quelqu'un était venu. Elle a hésité, puis a dit « Nous avons appelé votre famille. Ils ont dit qu'ils étaient trop occupés. » Trop occupés ? Les mots m'ont frappé plus fort que le camion qui m'avait mis ici. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, désespéré de trouver un signe qu'il se souciait de moi. À la place, j'ai trouvé la publication Facebook de mon frère qui me fixait, une photo de lui, de maman et de papa riant autour de bière à son barbecue, postée le jour de mon accident. La légende disait « Journée en famille sans drame ». Mon nom était identifié en gras. Mon pouce est accéléré, le moniteur cardiaque hurlant en signe de protestation. Il n'était pas seulement absent, il se moquait de moi, transformant ma douleur en une blague. J'ai parcouru les commentaires, des amis et des cousins ajoutant des émojis rieurs, inconscients du fait que je luttais pour respirer dans un lit d'hôpital. Mes doigts se sont resserrés sur le téléphone, l'écran devenant flou alors que les larmes montaient. J'avais tout abandonné pour eux, mes rêves, mes économies, mon avenir. Et c'est ainsi qu'ils me remerciaient. La trahison était plus profonde que la douleur dans mes côtes. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais ravalé ma colère, travaillé tard pour sauver leur entreprise, ignoré leur dédain. Je m'étais dit que c'était l'amour, le devoir, la famille. Mais maintenant, en regardant cette publication, je voyais la vérité. Ils ne me voyaient pas comme un membre de la famille. Ils me voyaient comme un outil, quelqu'un à utiliser et à jeter. Mon cœur s'est emballé à nouveau, l'alarme du moniteur perçant le silence. Le médecin s'est précipité, me pressant de me calmer. Le stress est dangereux en ce moment, Chloé, m'a-t-elle averti. J'ai fait un signe de tête forcé, mais mon esprit tourbillonnait. Je n'étais pas seulement blessé. J'étais en colère, plus en colère que je ne l'avais jamais été. J'ai continué à faire défiler, incapable de détourner le regard. Romain avait posté d'autres photos, maman faisant griller des hamburgers, papa levant son verre, tous souriant comme si je n'existais pas. Chaque image était un couteau qui s'enfonçait plus profondément. Je me suis souvenu de l'avertissement de grand-mère Liliane, ces mots résonnants, ils prendront jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Je l'avais ignoré, mais maintenant je le voyais. Ma famille ne m'avait pas seulement abandonné, elle m'avait effacé. Adrien a envoyé un texto pour me demander comment j'allais, mais je ne pouvais pas encore répondre. La douleur était trop vive, la colère trop brûlante. J'ai posé le téléphone, les mains tremblantes, et j'ai fixé le plafond. Je n'allais pas laisser passer ça. La voix d'une infirmière a interrompu mes pensées, m'offrant de l'eau. J'ai refusé, mon attention ailleurs. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé grand-mère Liliane. Mes mains tremblaient en composant le numéro, le moniteur de l'hôpital bipant faiblement à côté de moi. Grand-mère a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix stable mais chaleureuse, comme toujours. « Chloé, j'arrive, dit-elle, sans poser de questions. » En quelques heures, elle était à mon chevet. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, ses yeux vifs. Malgré ses 80 ans, elle ne s'est pas agitée ni ne m'a couvé. Elle s'est simplement assise, m'a pris la main et a attendu que je parle. Je ne savais pas par où commencer. Ma poitrine me faisait mal, pas seulement à cause des côtes cassées, mais à cause du poids de la trahison de ma famille. Je lui ai parlé de leur absence, de leur rejet cruel lorsque les médecins ont appelé. Le visage de grand-mère s'est durci, mais elle n'était pas surprise. Ils m'ont fait la même chose, dit-elle doucement, ses mots tranchant l'air stérile. Grand-mère s'est penchée en avant, sa voix basse, et m'a raconté une histoire que je n'avais jamais entendue. Des décennies plus tôt,
quand elle et grand-père avaient lancé l'entreprise de sauces biologiques de la famille, elle y avait investi son héritage, croyant que cela nous unirait. Mais mes parents et mon oncle l'avaient saigné à blanc, exigeant de l'argent pour leurs propres besoins tout en ne lui donnant que des promesses vides. Ils ont pris mes économies, ma confiance, dit-elle, le regard lointain. Je suis restée silencieuse trop longtemps, Chloé. Ne fais pas la même erreur que moi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'avais été aveugle, pensant que mes sacrifices me vaudraient leur amour. L'histoire de grand-mère a fait tomber les mensonges que je m'étais racontés, révélant la vérité, ma famille n'était pas seulement ingrate, c'était des sangsues. J'ai attrapé mon ordinateur portable, déterminé à voir par moi-même. Grand-mère s'est assise à côté de moi alors que je me connectais au compte financier de l'entreprise, mes doigts maladroits sur les touches. Ce que j'ai trouvé m'a fait bouillir le sang. L'argent que j'avais investi, des centaines de milliers d'euros provenant de mes économies et du contrat technologique que j'avais abandonné, avait disparu. Pas pour les fournisseurs ou la production, mais pour les extravagances de Romain. Les relevés bancaires montraient des retraits pour un nouveau véhicule tout-terrain élégant, une montre de luxe et un voyage dans un complexe hôtelier de Monaco. Mon frère avait vécu comme un roi pendant que je m'épuisais au travail. J'ai parcouru les transactions, chacune étant une nouvelle blessure. Il s'est servi de moi, ai-je murmuré, ma voix tremblant de rage. Grand-mère a hoché la tête, sa main sur mon épaule. Il n'est pas le seul, dit-elle, jetant un coup d'œil à la porte comme si elle s'attendait à voir mes parents entrer. J'ai pensé au dédaigneux, Romain, à la vision, de papa, et au haussement d'épaule de maman chaque fois que je demandais à avoir mon mot à dire dans l'entreprise. Ils savaient peut-être pas tous les détails, mais assez. Ils avaient laissé Romain siphonner mon argent tout en louant son prétendu leadership. Mon cœur battait la chamade, le moniteur s'emballant à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était de la lucidité. Je n'étais pas leur fille, j'étais leur distributeur de billets. J'ai refermé l'ordinateur portable d'un coup sec, ma décision prise. C'est fini, ai-je dit à grand-mère, ma voix dure. Plus d'argent. Plus d'aide. Elle m'a serré la main, un léger sourire se dessinant sur son visage. Bien joué, ma fille, dit-elle. Tu es plus forte que je ne l'étais. J'ai envoyé un texto à Adrien, lui demandant de fouiller dans les documents juridiques de l'entreprise. Si j'allais leur couper les vivres, je devais le faire correctement. Pas de faille, pas moyen pour eux de me faire revenir. Il a répondu instantanément, promettant de m'aider. Grand-mère est restée avec moi, sa présence une bouée de sauvetage dans le chaos. Je ne savais pas ce que Romain ou mes parents feraient quand ils réaliseraient que le flux d'argent avait disparu, mais j'étais prête à le découvrir. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Le téléphone de l'hôpital a sonné, mais je l'ai ignoré. J'ai commencé à démanteler leur monde depuis mon lit d'hôpital. Ma première action fut un courriel à la banque, rédigé d'une main ferme malgré la douleur dans mes côtes. J'ai révoqué mon investissement dans l'entreprise de sauces biologiques de la famille, retirant chaque euro que j'y avais englouti. La confirmation est arrivée rapidement. Fonds gelés. Mon capital n'était plus le leur. Grand-mère était assise à mes côtés, son hochement de tête une approbation silencieuse. Je n'avais pas terminé. Adrien avait découvert 2 prêts me liant aux dettes de l'entreprise des millions d'euros pour du matériel et un entrepôt. S'il faisait défaut, je serais responsable. Je n'allais pas laisser cela se produire. J'ai appelé Hélène, l'avocate en qui grand-mère avait confiance. Sa voix était nette au téléphone, tranchant avec le bourdonnement de l'hôpital. « Envoyez-moi les accords de prêt, dit-elle. Nous allons retirer votre nom. » Adrien lui a envoyé les documents par courriel, et en quelques heures, Hélène a renvoyé des formulaires pour me retirer en tant que co-signataire. Je les ai signés, le stylo tremblant dans ma main non pas de peur, mais d'un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les yeux de grand-mère ont rencontré les miens, remplis d'une approbation féroce. « Tu brises leur chaîne, dit-elle. » Le lendemain matin, Hélène a confirmé que mon nom était effacé. L'entreprise n'était plus mon fardeau. Les répercussions ont été rapides. Sans mon argent, l'entreprise s'est effondrée comme un château de cartes. La mauvaise gestion de Romain, factures ignorées, contrats bâclés, n'avait plus de filet de sécurité. Désormais, les fournisseurs ont rompu les liens lorsque les paiements ont cessé. Les chaînes d'épicerie ont retiré nos sauces de leurs étagères, invoquant des factures impayées. Un ami du bureau m'a envoyé un texto pour me dire que l'entrepôt était fermé, la banque saisissant les actifs.
Le charme de Romain ne pouvait pas le sauver. Son véhicule tout-terrain, acheté avec mon argent, a été remorqué de son allée. Ses cartes de crédit, qui finançaient autrefois des escapades à Monaco et des montres tape à accent grave-l'œil, ont été refusées. Il s'est retrouvé à se démener, son style de vie en ruine. Je ne me suis pas réjoui, mais je ne l'ai pas plaint non plus. Il avait construit son château sur mon dos, et maintenant il n'en restait que des décombres. Maman et papa ont appelé, leur voix stridente de désespoir. « Chloé, tu nous détruis », a crié papa, comme si je leur devais le salut. Le ton de maman était plus doux, plus manipulateur. « Romain a besoin de toi pour arranger ça. » J'ai mis fin à l'appel sans un mot. Leur tentative de culpabilisation, autrefois ma faiblesse, sonnait maintenant creux. Ils avaient soutenu l'incompétence de Romain, ignoré mes sacrifices, et s'attendaient à ce que je continue de payer. C'était fini. La main de grand-mère reposait sur la mienne, sa voix basse. « Ils ont fait leur choix, dit-elle. Maintenant, tu as fait les tiens. » Le soulagement était immense, comme un poids qui se soulevait de ma poitrine. Pendant des années, j'avais porté leur avidité, leurs exigences, croyant que c'était mon devoir. Maintenant, j'étais libre non seulement des prêts, mais aussi de leur emprise sur moi. Adrien a envoyé un texto, son message simple, « Tu l'as fait ». J'ai souri, la douleur dans mes côtes s'estompant un instant. Mais je savais que ce n'était pas la fin. L'ego de Romain ne le laisserait pas perdre en silence, et mes parents s'accrocheraient à leur déni. Ils allaient riposter, et je devais rester sur mes gardes. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré sur le plateau de l'hôpital, me tirant d'un sommeil agité. C'était Adrien. Son message était court, « Romain a posté une vidéo. C'est grave. Appelle-moi. » Mon estomac s'est noué alors que j'ouvrais Facebook, l'application se chargeant plus lentement que mon cœur qui battait la chamade. C'était là, une vidéo granuleuse de Romain, le visage rouge de colère, assis dans ce qui ressemblait à son salon désormais vide. Chloé est une traîtresse égoïste, cracha-t-il, sa voix dégoulinant de venin. Elle a détruit l'héritage de notre famille, fait couler notre entreprise, et maintenant elle essaie de me ruiner avec sa petite start-up. Les commentaires s'accumulaient en dessous, amis et inconnus se joignant à la curée, me traitant de poignard dans le dos. Ma poitrine s'est serrée, le moniteur bipant plus vite, mais j'ai continué à regarder. Les mensonges de Romain ne s'arrêtaient pas là. Il a prétendu que j'avais saboté un contrat avec un investisseur technologique pour ma nouvelle start-up, une petite entreprise de développement d'applications que j'avais lancée avec des économies que j'avais gardées secrètes. Elle vole les opportunités des gens honnêtes, dit-il en agitant des papiers qu'il prétendait être des preuves. J'ai reconnu son désespoir, la même panique aux yeux fous qu'il avait montré lorsque la banque avait pris son véhicule tout-terrain. Ce n'était pas seulement à propos de l'effondrement de l'entreprise. C'était personnel. Il voulait me ruiner, traîner mon nom dans la boue parce que j'avais osé partir. J'ai posé le téléphone, les mains tremblant de fureur. Il avait pris mon argent, ma confiance, et maintenant il s'en prenait à mon avenir. J'ai appelé Adrien, ma voix tranchante malgré la douleur dans mes côtes. Il ment à propos de la start-up, ai-je dit. Il n'y a aucune preuve. Adrien, calme comme toujours, avait déjà plusieurs longueurs d'avance. Travaillant dans les relations publiques pour une agence de presse d'Avignon, il savait comment gérer une crise. Je m'en occupe, dit-il. Je contacte tes investisseurs maintenant. En quelques heures, il avait contacté les partenaires clés de la start-up, un groupe de capital risque à Paris, et un incubateur technologique local. Il leur a envoyé mes dossiers de projet, mes courriels et les contrats signés, prouvant que chaque accord était transparent. L'investisseuse principale, une femme nommée Clara, m'a appelé directement. L'histoire de Romain ne tient pas la route, dit-elle. Nous sommes avec vous, Chloé. Un soulagement m'a envahi, mais la colère persistait. Adrien ne s'est pas arrêté là. Il a rédigé une réponse publique, une courte publication sur la page de ma start-up exposant les faits. J'avais quitté l'entreprise familiale en raison de sa mauvaise gestion, pas de sabotage, et ma start-up était entièrement financée par mes propres économies. Il a partagé des captures d'écran des chèques sans provision de Romain aux fournisseurs, une pique subtile qui a fait mouche. La publication a gagné en popularité, d'anciens employés et des propriétaires d'entreprises locales intervenant pour dénoncer les dépenses imprudentes de Romain. Sa vidéo a commencé à perdre de son élan, noyée sous les voix qui le dénonçaient. Grand-mère, qui lisait les commentaires par-dessus mon épaule, a gloussé.
Il creuse sa propre tombe, dit-elle, sa voix chaude de fierté. Le désespoir de Romain était maintenant évident. Sans son style de vie tape à accent grave-l'œil, son charme était inutile. J'ai appris par un ami commun qu'il avait essayé d'appeler papa et maman pour obtenir du soutien, mais même prenaient leur distance, embarrassé par son effondrement public. Je n'avais pas pitié de lui. Il avait choisi de m'attaquer, pensant que je resterais silencieuse. Mais je n'étais plus la même personne qui laissait leur tentative de culpabilisation l'enchaîner à leur entreprise en faillite. Avec l'aide d'Adrien, j'avais protégé ma start-up, ma réputation et mon avenir. La chambre d'hôpital ressemblait moins à une cage maintenant, et plus à un centre de commandement d'où je reconstruisais ma vie. Mon téléphone a vibré avec une new notification, nette et insistante. Adrien avait posté une déclaration sur les réseaux sociaux de ma start-up, une manœuvre calculée pour exposer la vérité. Ces mots étaient acérés, mettant à nu l'avidité de ma famille, les dépenses imprudentes de Romain, la complicité de papa et maman pour le soutenir, leurs années d'exploitation de mes sacrifices. Il a inclus des reçus, des relevés bancaires montrant les retraits somptueux de Romain, et des courriels où papa rejetait mes inquiétudes concernant les finances de l'entreprise. La publication s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté en ligne très unie d'Avignon. Au matin, elle comptait des centaines de partages, des habitants et d'anciens employés se joignant à la mêlée, racontant leurs propres démêlés avec l'arrogance de Romain. Le vent avait tourné. Le monde de Romain s'est effondré plus vite que je ne l'avais prévu. Un créancier, encouragé par la publication d'Adrien, l'a poursuivi pour des prêts personnels impayés qu'il avait contractés pour financer son style de vie. Les avis de justice s'empilaient à son appartement, chacun lui rappelant sa chute. Papa et maman ont fait face à leur propre jugement. Sans mon argent pour soutenir leur hypothèque, la banque a saisi leur maison. J'ai appris par un voisin qu'on les avait vus faire des cartons, leur visage tiré par la honte. Le soutien de la communauté, autrefois leur bouclier, avait disparu. En ligne, les gens les interpellaient, leurs commentaires directs. Vous avez laissé Chloé vous porter pendant des années. La justice semblait froide mais indéniable. Grand-mère m'a appelé de chez elle, sa voix stable. J'ai refait mon testament, dit-elle. Elle avait complètement déshérité papa, maman et Romain, me laissant sa succession sa part de l'entreprise incluse. Tu es la seule à le mériter, ajouta-t-elle. J'ai dégluti difficilement, le poids de sa confiance s'installant en moi. Grand-mère avait construit cette entreprise de ses propres mains, seulement pour voir son fils et son petit-fils la saigner à blanc. Sa décision n'était pas seulement un cadeau, c'était une déclaration. Elle croyait en moi d'une manière que mes parents n'avaient jamais fait. Je l'ai remerciée, la voix étranglée, promettant d'honorer sa confiance. Puis les appels ont commencé. Mon téléphone s'est allumé avec le numéro de papa, puis celui de maman. 33 appels manqués en une seule journée, chacun accompagné de textos frénétiques. Nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement, disait l'un d'eux, le désespoir de maman clair même par écrit. Ils se sont présentés à mon appartement le jour de ma sortie de l'hôpital, leur voiture tournant au ralenti dans mon allée. Je me tenais à la porte, des béquilles sous les bras, mes côtes encore douloureuses. Le visage de papa était rouge, sa voix basse. Chloé, tu ne peux pas nous laisser tout perdre, dit-il. Maman s'agrippa à son bras, les yeux suppliants. Nous sommes une famille, murmura-t-elle, comme si ce mot avait encore du pouvoir sur moi. Je les ai regardés, leur visage familier mais vide de l'amour que j'avais autrefois tant désiré. Ils n'étaient pas venus à l'hôpital, ne s'étaient pas souciés de moi quand j'avais failli mourir. Ils avaient soutenu Romain, ignoré son vol, et maintenant ils imploraient mon aide pour sauver leur vie en ruine. Vous avez fait vos choix, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. C'est fini. J'ai fermé la porte, le clic de la serrure plus fort que leurs protestations. Leurs voix se sont estompées alors qu'ils martelaient le bois, mais je ne me suis pas retourné. Pour la première fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité, seulement de la clarté. Ils m'avaient perdu, tout comme ils avaient tout perdu. Mon téléphone a de nouveau vibré, un nouveau message attendait. Le message ne venait pas d'eux. Il venait d'Adrien, confirmant notre déménagement à Annecy, en Haute-Savoie. J'ai emballé ma vie dans quelques cartons, laissant derrière moi le poids d'Avignon. Grand-mère a décidé de venir avec moi, ses cheveux argentés brillant au soleil alors que nous chargions ses affaires dans le camion. Les rues tranquilles d'Annecy et l'air de la montagne semblaient être la promesse de quelque chose de nouveau. Nous nous sommes installés dans une petite maison avec vue sur le Thiou, son cours régulier contrastant avec le chaos que j'avais laissé.
Le rire de grand-mère remplissait les pièces, sa force un rappel de ce que la famille pouvait être. Adrien et moi avons lancé notre entreprise de technologie dans un modeste bureau du centre-ville. Mes compétences en gestion de projet se mariaient bien avec son expertise en relations publiques, et notre application, un outil permettant aux petites entreprises de suivre leur durabilité, a rapidement gagné en popularité. Les investisseurs de Paris, les mêmes qui m'avaient soutenu contre les mensonges de Romain, ont doublé leur financement. Chaque réunion, chaque ligne de code, semblait être un pas vers un avenir que j'avais construit, pas un dans lequel on m'avait culpabilisé. Grand-mère venait souvent nous voir, apportant du café et des histoires, sa fierté pour moi non dite mais évidente. Elle m'avait donné sa part des actifs de l'ancienne entreprise, maintenant vendue pour payer les créanciers, et je l'ai utilisée pour lancer notre nouvelle entreprise. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de confiance. Un soir, au dîner, grand-mère a dit quelque chose qui m'a marqué. La famille, ce n'est pas ceux qui exigent ton sacrifice, me dit-elle, le regard fixe. C'est ceux qui voient ta valeur. Ces mots ont cristallisé tout ce que j'avais traversé. Pendant des années, je m'étais dévoué à des gens qui prenaient sans donner, papa, maman, Romain. Ils m'avaient vu comme une ressource, pas comme une personne. Mes grands-mères, Adrien, ils étaient différents. Ils m'estimaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Cette leçon est devenue mon encre. La vraie famille ne vous enchaîne pas, elle vous élève. J'ai bloqué papa, maman et Romain sur toutes les plateformes, sur tous les numéros. Plus d'appels, plus de textos implorant de l'aide. J'avais vu leur vraie couleur, la colère de papa, la manipulation de maman, l'avidité de Romain, et c'était fini. Mon téléphone est resté silencieux, ne vibrant plus sous leurs exigences. J'ai appris par un ami qu'ils étaient toujours à Avignon, tirant le diable par la queue, leur vie n'étant plus que l'ombre de ce qu'ils avaient autrefois affiché. Je m'en fichais. Leur choix n'était plus mon fardeau. J'avais passé trop de temps à essayer de gagner leur amour, pour finalement apprendre qu'ils n'avaient jamais été à ma portée. Annecy m'a donné l'espace pour respirer. Je me promenais au bord de la rivière la plupart des soirs, le rythme de l'eau apaisant les cicatrices de mon passé. Adrien me rejoignait parfois, sa main dans la mienne, son soutien silencieux une constante. Notre entreprise a grandi, embauchant des gens de la région, construisant quelque chose qui comptait. Je me suis inscrite à un programme de master en ligne, reprenant le rêve que j'avais mis de côté des années auparavant. Chaque jour semblait plus léger, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que je m'étais choisi. La liberté, ce n'était pas seulement de quitter Avignon. C'était de savoir que je méritais mieux. La rivière scintillait sous le soleil du matin, m'appelant à aller de l'avant.